Si un mec est malin un jour, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est faire une vidéo par jour pendant 1 an sur Internet. Ok. Parce qu'il va s'habituer à la caméra et il va devenir très naturel. Ce naturel, il va le récupérer sur scène, donc il aura un meilleur jeu. En même temps, il va stimuler sa créativité comme jamais il l'aura stimulé. Et en fait, l'idée ne me quitte pas. Ouais. Et c'est comme ça que le 1er janvier 2016, je lance une vidéo sur Internet en disant je vais faire une vidéo par jour pendant 1 an. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. La question qui vient le plus souvent, c'est est-ce qu'il y aura un PDF ? Non, il n'y aura pas de PDF. Je veux que vous reviviez l'expérience de recevoir le magazine chez vous, que vous puissiez l'emporter. Et on sait la vérité, c'est que si tu mets du contenu dans une vidéo, si la personne ne le regarde pas à ce moment-là, si elle a besoin plus tard de cette information, elle ne reviendra pas en fait. Les magazines, ça se consomme tellement différemment. We Are All Media, ce sont eux, mais aussi vous et moi, parce qu'au fond, on peut tous être un média. On ne présente plus Fabien Olicard. Vous avez forcément été bluffé par une de ses vidéos ou surpris par cette personnalité qui mélange subtilement mentalisme, magie et humour sur YouTube ou dans ses spectacles. Le bluff, justement, c'est ce qui l'anime. Voir dans les yeux de son audience de l'émerveillement et ce qui l'a poussé à entreprendre divers projets dans les médias. Dans cet épisode, il nous raconte tout, comment il articule autour de son personnage une triple activité, spectacle, chaîne YouTube, édition de livres et magazines, pour diversifier ses contenus tout en touchant différentes audiences. Et le succès est là. 1,5 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, des livres vendus dans 7 pays, des spectacles complets partout en France, un nouveau magazine, et quand il va sur des plateaux télé, les extraits de ces passages qu'il ajoute sur sa chaîne YouTube font 8 fois plus d'audience que l'émission en direct. La recette tient en plusieurs choses, des contenus uniques, originaux, honnêtes, interactifs et un lien constant entretenu avec sa communauté. Fabien nous explique aussi la genèse et les coulisses de ces différentes activités, comment il a trouvé un éditeur pour ses livres, comment il a fait passer sa chaîne YouTube en 1 an de 0 à 250 000 abonnés, comment il a autoproduit un spectacle à l'Olympia et aussi la stratégie pour lancer son nouveau magazine papier Curious. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur We Are All Media. Je suis aujourd'hui en compagnie de Fabien Olicard. Bonjour Fabien. Bonjour Simon. Que je suis vraiment ravi de rencontrer. Fabien est parfaitement dans la thématique du podcast, mentaliste, youtubeur, entrepreneur, créateur de magazines, auteur de livres. J'en oublie certainement, mais on va y revenir. Plombier, charcutier. Je voulais absolument discuter avec toi parce que déjà, tu as un parcours un peu dingue et aussi parce que tu arrives à créer autour de ta personnalité ou ton personnage, en tout cas, un véritable écosystème médiatique avec beaucoup de contenu sur différents médias ou supports. Et également, tu fais pas mal de diversification en termes de business, etc. Je trouve ça super intéressant. Donc pour toi, mais aussi pour ceux qui découvriraient le podcast, je rappelle rapidement le déroulé. Donc dans une première partie, on parle de ton parcours. J'ai pas mal de questions. C'est la partie un peu passée. Ouais. Ensuite, on parle de ton présent, donc tes actus, les coulisses un peu de ton métier. J'ai l'impression d'être chez une voyante. Non, c'est toi le mentaliste. Et puis dans la troisième partie, on discute un peu justement voyante, prospective, puisqu'on s'intéresse au futur des médias, donc les nouveaux usages, mais aussi l'évolution de l'industrie, du business, etc. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons un peu de ton histoire. En préparant l'épisode, je me suis rendu compte que tu as vu un peu 1001 vies. C'est vrai, ouais, je m'en rends compte moi aussi. Avant de devenir le mentaliste, youtubeur, personnalité médiatique que tu es. Je voulais, moi, regarder un peu ton parcours sur le prisme média. Je sais que tu es tombé assez tôt dedans, puisque j'ai vu qu'en CM1, tu as créé... J'avais mon premier magazine. Voilà, ton premier magazine. Le LCDA, le Club des Animaux. Va savoir pourquoi. L'aventure magazine, elle m'a toujours plu. En vrai, le magazine que je sors là en ce moment, c'est le 3e. Ouais, bon, on va y venir. Ouais, tu vois, j'ai eu 2 échecs. Donc, le premier, c'est en CM1, le LCDA, le Club des Animaux. Je ne sais pas pourquoi cette thématique, mais j'ai fait un magazine. Et donc, il y avait 4 abonnés quoi, dans ma classe.
Et pareil, un délire, c'est-à-dire que j'avais trouvé une secrétaire, et je me souviens, dans la cour de récré, il fallait aller la voir pour s'abonner, pas moi, ok. Et elle ne faisait que ça, que collecter. Et alors, comme j'avais pas de photocopieuse, pas d'imprimante, pas d'argent, rien, j'écrivais à la main les 4 magazines. Donc, il fallait pas qu'ils aient trop de pages, puisque je recopiais à la main. J'étais la propre photocopie, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai fait ça, combien de temps, je sais pas. Ça m'amuserait beaucoup de demander à ma mère si elle a gardé ça ou pas, parce qu'elle est du genre quand même à garder les trucs un peu rigolos comme ça. Mais ouais, c'est le tout début de ma vie médiatique en CM1. Ce qui est marrant, c'est que tu peux rencontrer des gens qui te diraient, moi j'ai vendu des jeux vidéo à la récré. C'est vrai. Tu vois, pourquoi en fait, c'est marrant, pourquoi les médias, c'était quoi être créatif, de pouvoir... Je crois qu'il y a 2 trucs dans mon ADN que je maîtrise pas, qui sont la pédagogie et le divertissement aussi, tu vois. Mais depuis toujours, j'ai adoré expliquer aux autres ce que je venais de comprendre et qu'on venait de m'expliquer. En fait, je crois que dès que je comprends un truc ou qu'on m'explique un truc, dans ma tête, ça fait... Tu vois, un truc très récent en date. Et peut-être que les auditeurs, les auditrices qui écoutent ce podcast vont rire parce que c'est un truc qui est très connu. Moi, j'ai appris que récemment que teenager, en fait, c'était de 13 ans à 19 ans. Et en fait, quand on parle de ça, je dis, non, 19 ans, on n'est plus trop teenage, quoi, tu vois. Aussi, et en fait, si, parce que teenager, c'est parce que c'est les années en teen, de 13 à 19. Et du coup, j'ai fait ah ouais, tu sais, tout a pris un sens dans ma tête. Ah d'accord, c'est pour ça. Et cette sensation-là de ah putain, je viens de comprendre un truc, c'est génial. Dès que j'ai ça, j'ai envie de retransmettre ça aux autres et de voir dans leurs yeux un côté de ah ouais. Donc je crois déjà à l'époque de faire le magazine, en tout cas ce que je mettais à l'intérieur, c'est les choses que je découvrais en temps réel quasiment et que je voulais absolument retransmettre et expliquer avec des mots simples, vulgarisés. Donc c'est un truc, c'est dans l'ADN. Tu sais pas pourquoi, tu l'as pas décidé, quoi. Et donc, on va passer directement, mais on va revenir après, mais on passe directement. Après, tu parlais d'un deuxième magazine. Oui. Donc, c'est Humour Magazine, c'est ça ? Humour Magazine en 2016, j'ai encore les exemplaires ici. En fin 2015, je me dis, je monterais bien un magazine gratuit sur Paris parce que j'aime ça. En fait, je crois vraiment que j'aime l'idée de produire un magazine. Tu vois, depuis toujours, c'est la preuve. Si ça revient, même encore maintenant. C'est terrible, quoi. Tu vois, j'adore ça parce que aussi, je lis beaucoup et j'étais abonné à beaucoup de magazines et il y a un truc, je veux jouer avec ce jouet-là, moi aussi. Et donc, on crée ça, Humour Magazine, avec ma compagne, qui est aussi dans l'humour. Et on se dit, on va le distribuer gratuitement à la sortie des théâtres. Et après, on en mettra peut-être en fixe ailleurs. Et donc, ce sera un mélange de quel type d'humour il y a à Paris, quel spectacle il y a à voir, les critiques, les interviews, ce genre de choses. En tout cas, que quelqu'un qui sort d'un spectacle d'humour de n'importe quelle forme, one-man show, théâtre, peu importe, à Paris, doit être sensible à la lecture de ce magazine-là. Et donc, on l'a fait, mais on l'a fait comme pas mal de mes projets. C'est un projet. C'est pas un projet de vie. C'est pas quelque chose que je vais défendre corps et âme, je m'amuse avec. Et donc là, je découvre ce que c'est de créer un magazine. Je me prends une expérience de dingue de ce côté-là. Je me rends compte de ce que c'est de recevoir des palettes de magazines à transporter. Je me rends compte que la distribution est une plaie, de monter les équipes, de les suivre. Comment tu distribues d'ailleurs ? On le distribuait avec des personnes en contrat à la journée pour les distribuer comme ça. Mais tout était stocké chez moi. Ils me livraient sur le trottoir. J'avais 12 tonnes à rentrer dans la maison. Enfin, c'était insupportable. Et je vois que ça prend énormément de temps à moi, beaucoup plus que ce que j'ai prévu. Donc, ça ne m'arrange pas trop. À Céline, plus que prévu. Donc, ça ne m'arrange pas trop non plus. La logistique est pas folle. Et surtout, au niveau des annonceurs. Ouais, c'est ça. Comment tu... Alors, je trouve les annonceurs et bizarrement, je ne trouve pas ceux que je veux. C'est-à-dire, j'ai des escape games qui sont intéressés, j'ai des foot en salle qui sont intéressés, j'ai de la livraison de nourriture à domicile qui est intéressée, mais il n'y a pas un théâtre, pas un producteur d'humour, enfin si, il y en a eu un pour le coup, mais hormis lui, tous les acteurs du vrai milieu qui ciblait le magazine n'étaient pas intéressés parce que c'était quelque chose qui n'existait pas à Paris, qui n'a jamais existé, et ils étaient très frileux vis-à-vis de ça, et moi je me dis, oh là là, et donc je regarde, les comptes sont à l'équilibre et tout, mais j'ai pas l'accueil que je veux. Ça va pas assez vite. Et au bout de quelques mois, je me dis, OK, on va faire une pause cet été. On revoit en septembre ce que ça donne. Et en septembre, quelqu'un me propose de racheter la marque pour en faire un site internet. Et je dis, tu sais quoi, je te le vends. En fait, j'ai assez joué avec. J'avais la chaîne YouTube qui commençait à beaucoup monter à cette époque.
Et je me suis dit, ok, on va aller nourrir la bête qui grossit le plus. Ouais, il faut savoir faire des arbitrages. Ouais. Okay. Et puis, tu vois, quelques années après, avec cette expérience-là, et du coup, j'appelle ça un échec, c'est pas vraiment un échec, tu vois, mais cette expérience-là où je me dis, ok, je remonterai bien le truc, et là, j'ai une vision complètement différente qui fait que là, celui qui va sortir, il est nécessairement sur abonnement pour l'instant. Ouais. Donc, on tire que ce qu'il y a de besoin. Du tirage, ça part directement chez le routeur, ça repasse plus par chez moi, etc. Et ça m'a permis de faire un prix d'ailleurs qui est très bas, c'est 20 balles pour un an de magazine. Mais voilà, ça m'a permis. S'il n'y avait pas eu Humour Magazine avant, j'aurais jamais pu créer Curious comme je suis en train de le faire là. Ou alors tu l'aurais créé, mais tu aurais fait plein d'erreurs qui fait que peut-être que. Ouais. Ok, on va y revenir à Curious parce que c'est l'actu du moment. Et si je reprends un peu ton parcours, donc bon, tu as fait plein de choses, tu as été restaurateur. Oui. Aujourd'hui, tu es plutôt connu pour être mentaliste. Oui. Comment t'en es arrivé à être mentaliste et surtout comment t'es arrivé à te dire je vais faire un spectacle en fait et je vais commencer vraiment là-dedans, tu vois. C'est drôle que tu aies séparé les deux questions parce que les réponses sont vraiment séparées. C'est-à-dire que en fait, moi, à une période de ma vie, je donne beaucoup de conférences et je fais des exhibitions sur la mémoire et je donne aussi des formations à travers le monde, assez peu en France d'ailleurs. Et en 2011, je décide de me poser en France puisque j'ai rencontré quelqu'un en fait depuis 3 ans et que j'ai envie de la voir. Et je me pose à Paris et j'avais rencontré quelques mois avant à Yalta un mec qui m'avait dit j'ai un copain qui a racheté un théâtre à Paris, un 49 places, et je me dis tiens, je vais aller le voir, puis on va voir, et je joue là-bas, et mais je j'ai pas de texte, j'ai pas de mise en scène, j'ai pas de truc comme ça. Ouais. Et tu joues quoi alors? En fait, tu t'appuies sur tes expos, enfin tes conférences pour... C'est ça, exactement, et je fais des démonstrations, des exhibitions, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon choix de métier à ce moment-là, c'est de me dire je vais monter sur scène pour divertir. Donc humoriste, comédien si tu veux, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup je me dis de quoi je vais parler. Je vais parler de ce qui me passionne le plus et de ce que je maîtrise le plus, donc de mentalisme. Okay. Mais pour moi le choix c'est de monter sur scène, divertir les gens, parce que quand je fais les conférences je les fais marrer, j'aime ça, j'aime le ping-pong, le rebond, et je me dis il faut que j'essaye de faire ça dans un théâtre, tu vois. Donc ça c'est ce choix-là. Et après le mentalisme, c'est depuis que j'ai 8 ans, je m'intéresse à tout ce domaine-là, donc mental, sciences cognitives, illusionnisme, et donc par extension de tout ça, le mentalisme. Et je crois que quand on est petit, tu as plein de passions qui se présentent à toi, et il y a un truc qui résonne. Moi, c'était ça, bizarrement. Il y a d'autres copains, c'était le sport, le foot, d'autres, c'était les jeux vidéo, d'autres, c'était le dessin, et il y a un truc, ça match avec toi, tu sais pas. Et moi, à 8 ans, je chope des livres de sciences cognitives que je lis à la récré. J'ai pas d'amis, du coup. non, mais je comprends pas grand-chose, mais en tout cas, il y a une vraie curiosité là-dessus. Et ça me lâche pas. Et c'est ça qui fait que quand un jour, il a fallu mettre un mot sur tous les domaines que je maîtrisais ou qui m'intéressaient, le mot mentalisme, il était très pratique parce que c'est un mot valise. On y met un peu ce qu'on veut dedans, chacun y met sa définition. Et donc, quand je monte sur scène pour faire marrer les gens et que je me dis je vais parler du mental, je vais faire des trucs, je dis ok, on va prendre le mot mentaliste. Et parce que moi, comme tous les collègues du monde entier, nous sommes autoproclamés. Je veux dire, si demain tu as envie de dire à la face du monde que tu es mentaliste, personne ne va t'empêcher de le faire. Pas de diplôme, non, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de définition de toute manière. Donc tous les mentalistes, on est autoproclamés. Mais ce mot avait l'avantage quand même d'être très pratique parce que compréhensible par le grand public, alors que personne ne sait ce que c'est au final. Mais on voit à peu près son délire. Il est mentaliste, oui, d'accord. Ok, je vois un peu le truc, quoi, tu vois. Et du coup, comment tu vas voir ton ami qui a un théâtre? Tu lui joues 2-3 trucs. En fait, ils sont 4 à avoir acheté le théâtre. Je vais les voir. Je dis voilà, je viens de la part de Jérôme que j'ai rencontré à Yalta, blablabla. Moi, je suis très intéressé par le mental et tout, et du coup, j'aime bien faire marrer les gens, et du coup, je pense que je peux faire un spectacle. Ils me font oh là là, tu sais, nous, c'est une programmation que d'humour, et même si c'est un tout petit théâtre, il est réputé, je le saurai que après, pour avoir une belle programmation qualitative. Et donc, il dit faudra voir plus tard. Et je les harcèle. Mais littéralement, je les harcèle. Je leur dis, moi, je lâcherai pas l'affaire. Je dis à Nico, le mec que j'ai au téléphone, je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'aurais pas pu vous faire 15 minutes. C'est tout ce que je vous demande. Et il dit ça pour se soulager. Et je viens, je fais un quart d'heure. Et un quart d'heure de démonstration que je fais tellement souvent que j'ai pas conscience, mais elle a un texte en fait, elle a déjà un rythme et tout. Et ils sont morts de rire. Et c'est quoi du coup? Tu fais je leur fais un truc de mentalisme. Tu les bluffes aussi? Ouais, je les bluffe. De les faire rire, je les bluffe et je les fais marrer. T'as raison de préciser. Je me dis, il faut que je leur fasse ouvrir grand la bouche à la fin des rires, quoi, tu vois. Et c'est exactement ce que je fais.
Et du coup, ils me disent ah, ok, c'est cool. Si ça te dit, on peut te filer un mardi soir à 21h30 et on essaie, on fait un par semaine sur un mois. Ça fait 4 représentations. Je fais ok, c'est cool. On essaie ça. Et moi, je prends beaucoup de plaisir. On a un public qui est au rendez-vous tout de suite parce que je pense que le produit est atypique en fait, tu vois. Et puis, on se dit ok, c'est parti. Et moi, entre-temps, je vais voir des spectacles d'humour et je me dis ah putain, c'est ça un texte et une mise en scène. Fabien, va falloir bosser. Et durant cette période, toutes mes soirées sont prises à aller voir des spectacles d'humour pour comprendre ce que c'est une mise en scène et un texte, et en même temps aller faire des plateaux, ce qu'on appelle des petits plateaux d'humoristes dans les caves, plateaux gratuits, ou les cabarets à Paris, pour me faire la main, pour rejouer. Et en fait, je veux rattraper un retard. Eux, ils ont tous fait du théâtre, ça fait tous 5-6 ans qu'ils sont sur scène, les humoristes. Moi, j'arrive, j'ai rien. Quoi. Tu te sens pas légitime à ce moment-là ou Je me sens... Tu te dis pas, je vais prendre un metteur en scène, par exemple ? Non. Non, parce que en fait, dans ma vision, et c'est à peu près dans tout ce que je fais appel aux gens quand j'ai compris toutes les facettes. Tu vois, et en fait, un metteur en scène, pour moi, ça vient, pour moi, personnellement, ça ne pouvait venir qu'une fois que j'avais compris ce qu'était une mise en scène, compris ce qu'était un texte, compris ce qu'était le jeu, compris ce qu'étaient les rythmes, et pas avant. Et du coup, j'ai fini par me mettre en scène moi-même, et c'est encore le cas aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais je dis, il faut rattraper le retard. C'est pas un problème de légitimité. C'est au contraire, c'est très honnête. Je suis pas au niveau du tout. J'ai des grosses carences de compétences. J'ai la chance d'avoir un public qui vient me voir tout de suite et que ça fonctionne. Il faut absolument que je valide cet essai-là. Et pour ça, je fais ce que je sais faire de mieux depuis que je suis petit. C'est l'auto-formation, l'observation, tirer des conclusions, être honnête vis-à-vis de moi-même envers les retours. J'enregistre à l'époque chacun de mes spectacles en audio. Tu vois, et je les écoute après. Et en audio, le manque de rire ou de rythme ne pardonne pas. Tu vois, c'est un peu comme pour les podcasts en fait. T'as des podcasts où il n'y a pas de rythme et t'as du mal à accrocher parce que le son, ça ne pardonne pas. T'es concentré là-dessus. On dit toujours il faut du rythme dans les vidéos, à la télévision, durant les spectacles. Non, il faut du rythme au son. C'est tout, c'est d'abord parce que des fois le visuel peut compenser. Exactement, au contraire. Et voilà, et c'est comme ça que ça commence, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on va y revenir aussi, mais tu te nourris beaucoup de ta communauté, des feedbacks, etc. Bien sûr. Donc à ce moment-là, c'est ça, c'est que tu te dis, bon, ma mise en scène, elle est bien là parce que j'entends le rire à ce moment-là. C'est comme ça que tu te corriges, en fait. Oui, c'est ça. J'écoute, et puis quand même, au fur et à mesure, je commence quand même à écrire, à mettre en scène mon spectacle, et je me dis, il faut que j'écoute tous les jours et que je note sur un truc. Tu vois, à chaque fois que je joue, même quand je joue dans un cabaret, je note tout et j'enregistre tout à l'audio. Et c'est hyper intéressant parce qu'une fois par mois, je lisais tout ça et je me mettais tous les plus et les moins, tu vois, que j'avais eu à l'écoute. Et c'est tout. Et je reprenais mon cahier, je regardais tous les plus et les moins du mois. Et il y a un truc qui est très pervers et que tu peux découvrir que comme ça. Donc je l'ai constaté a posteriori, évidemment, c'était pas pressenti. C'est que des fois, tu as un problème à un endroit, c'est pas terrible, et puis les 2-3 fois d'après, tu n'as pas ce problème. Mais la fois d'après, tu l'as encore, et 2-3 fois après, tu l'as plus. Et en fait, tu t'aperçois que sur un mois, il est revenu tous les 3-4 fois. Et en fait, c'est pas assez pour l'identifier si tu t'auto-débriefes à chaque fois et que tu veux en tirer des conclusions. Par contre, quand tu as un regard sur un mois, tu dis ok, il y a un problème de mise en scène. C'est pas normal que ce truc revienne une fois de temps en temps. Et c'est pas parce que le reste du temps ça passe, tu vois, parce que tu as la bonne énergie ou le bon public, en fait, non, il y a une vis à resserrer à ce moment-là. Et c'est ça le plus dur à détecter, c'est les petits endroits qui des fois marchent pas en fait. Mais toi tu rationalises beaucoup en fait. Tu écris tout, tu t'analyses tout. C'est une recette. Après c'est un puzzle. Ouais, c'est un puzzle à résoudre. Bon, là on est dans un peu l'émotionnel, tu vois, et qui dit bon bah c'est du feeling, tu vois, et puis c'est de l'émotionnel, ça se rationalise pas vraiment en fait. Mais toi si tu. Mais même une blague se rationalise. Tu vois, là hier j'étais en plateau avec Charles Soignon. Pierre-Emmanuel Barré, Verino et tout, et on parlait de 2-3 trucs, et on parlait de Charlie, elle est en train de donner des cours d'écriture, et elle dit là tu vois, j'ai pas mal de jeunes, elles sont cool et tout, mais des fois elles ont que le setup, elles ont pas la punch, parce que nous on sait qu'il faut la mise en place de la blague, la rupture à tel moment, donc en fait il y a des recettes, et les recettes sont faites pour pas être suivies d'ailleurs, mais il faut quand même les connaître et les comprendre avant de vouloir les détourner, tu vois ce que je veux dire, et donc j'essaye de comprendre effectivement tout ça, je rationalise tout, je rationalise le rythme, je rationalise le temps du spectacle, je rationalise même le temps d'intro, je rationalise le pied avec lequel je rentre sur scène. Moi je rentrais côté court, c'est-à-dire quand on est face à la scène c'est à droite,
Et je regarde un bout de vidéo que j'ai filmé et je dis ah non c'est nul, je rentre avec le pied gauche, c'est-à-dire je ferme mon corps complètement. Ah oui, t'arrives un peu. La première ok. image, c'est de fermer mon corps, mais ça dure une demi-seconde, mais c'est pas terrible. Il va falloir rentrer par le pied droit. Ok. Et donc j'essaye d'optimiser en fait ma propre expérience et l'expérience du spectateur à ce moment-là, quoi. C'est fou, c'est plein de petites vis Ouais. à Ah ouais. tourner. On s'en rend pas compte comme ça quand on est juste spectateur, mais Ah oui, ouais. c'est incroyable. Mais tu sais, c'est comme une bonne recette de cuisine, tu te rendras jamais compte Ouais. de tout le petit travail de préparation qu'il y a eu, c'est Ouais, c'est juste vrai. bon en fait au final. Ok, donc là tu fais quoi, quelques années comme ça où tu tournes, Je fais- tu commences à être connu un peu ou Moi, pas encore? je fais 2 ans aux 3 bornes, 2011-2012, Ok. donc le 49 places. À la fin de la 2e année, je commence déjà à faire des petites dates de tournée en province, dans les cafés-théâtres. 2013, je passe au point-virgule. Fun fact, le point-virgule m'avait dit on n'a jamais eu de magicien ou de mentaliste et on n'en prendra pas le soir. Et ils sont venus voir le showcase et à la fin, Antoinette m'a dit en fait, faut qu'on se voit. Ouais. Et donc c'était C'est eux trop qui sont cool. venus te chercher en fait, c'est comme ça que ça marche. Moi, je les invite à voir le spectacle pour aller chez eux. Ok. Et elle m'avait dit, on va venir par sympathie, mais nous, on fait que Ouais. de l'humour, on fait pas un truc qui déroge. Et en fait, ils m'ont pris et c'était trop bien. Et donc, 2013-2014, je suis chez eux. Je fais mes 2 festivals d'Avignon aussi Ok. en même temps. Et là, on est sur de la grosse tournée. C'est-à-dire que fin 2014, je fais déjà des salles de tournée de 400-500 places, ce qui est très gros, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et 2015, je passe au grand point-virgule, qui est du côté de Montparnasse. Là, je reste jusqu'au mois d'août là-bas. À côté de ça, la tournée, pareil, augmente. Je crois que ma plus grosse jauge, à l'époque, c'est 800 places, tu vois. Mhm. Donc, ça tourne. Je peux pas rêver mieux en tant qu'humoriste et tout. Et fin 2015, août 2015, je dois continuer mon spectacle là-bas jusqu'en décembre. Et puis, en fait, j'ai plus envie du tout de jouer ce spectacle. Et je décide de l'arrêter pour D'accord. réécrire. Parce que je me dis, en fait, c'est pas bon. Je suis en train de retravailler un truc que j'ai depuis 2011, alors que je suis arrivé naïvement sans expérience. Aujourd'hui, j'ai une autre expérience en 4 ans. J'ai d'autres envies, j'ai d'autres choses à dire et je vais pas faire que modifier. En fait, je vais pas changer les roues de la voiture et puis après le truc, le machin. Au final, ce sera toujours une Clio en fait, quoi, Ouais. tu vois. Donc, j'ai Je envie de changer de reconstruis voiture. Voilà, toute c'est ça. l'architecture. Ok. Et donc, je jette tout et je me mets. D'abord, je finis les dates de tournée comme ça, mais je rejoue plus à Paris. Et c'est là, d'ailleurs, que me vient l'idée de. Il y a 2 trucs qui se passent. J'ai envie de me faire un défi créatif pour écrire le nouveau spectacle. Ok. Et en même temps, je viens de faire en promo le journal télévisé de France 2. Ouais. Et mon interview, c'est une catastrophe. Ah bon. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai une empathie. Je colle à l'énergie de la personne qui m'interviewe quand il y a une caméra. Et si la personne est speed, je suis speed. Si elle est joyeuse, je suis joyeuse. Si elle est molle, je suis mou. Et je me dis, pas possible. Et me vient une idée saugrenue. J'en parle à mon meilleur ami. Je dis, tu sais, Julien, si un mec est malin un jour, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est faire une vidéo par jour pendant 1 an sur Internet. Ok. Parce qu'il va s'habituer à la caméra et il va devenir très naturel. Ce naturel, il va le récupérer sur scène, donc il aura un meilleur jeu. En même temps, il va stimuler sa créativité comme jamais il l'aura stimulé. Et à côté de ça, en plus, il fera peut-être un peu connaître son métier. Tu vois. Et il me dit, bah, fais-le, je n'ai pas le temps de faire ça, tu rigoles. Et en fait, l'idée ne me quitte pas. Ouais. Et c'est comme ça que le 1er janvier 2016, je lance une vidéo sur Internet en disant je vais faire une vidéo par jour pendant 1 an. Et c'est comme ça que je me mets à faire les vidéos, quoi. Et donc tu fais quoi? Tu restes sur ton domaine qui est Ouais. En fait, je pars le cerveau, c'est ça, hein, ouais, le mental, le mental, mentalisme, ouais. le mental. Je pars d'un concept très simple que j'applique à tout dans ma vie. C'est-à-dire que je pars du principe que personne ne me connaît à cet endroit. Je suis personne, je n'y connais rien. Donc, je ne l'associe pas encore à ce que je fais sur scène et au fait que je fasse des tournées dans des salles de 500 places. Je ne veux pas arriver en force, en fait. J'arrive en bas de l'échelle et le plus modestement possible, juste pour relever mon défi, faire mon truc. Je fais des tours de mentalisme, je parle de mémoire, je donne des astuces pour le cerveau. Les concepts évoluent au fur et à mesure. Je prends beaucoup de plaisir. Je découvre en fait un truc qui n'était pas pressenti. Là, par contre, c'est que quand tu écris un spectacle, tu vas le travailler 1 mois, 1 an, 2 ans, et le jouer, etc. C'est un processus très long. Là, je découvre un truc qui est incroyable. Tu peux avoir une idée le matin, l'écrire, la tourner, la monter, la publier le soir. Tu as créé ta mini-œuvre en 24 heures et tu as des retours tout de suite. Et c'est concret. C'est fou. exactement, tu as des feedbacks directs. Et du coup, c'est très complémentaire de la scène. Et voilà, et je me lance là-dessus. Et puis, fin janvier, j'ai 1000 abonnés, donc 1000 personnes qui me suivent. Mon goal, je me souviens, au mois de mars, c'était que mes vidéos fassent 300 vues.
Tu vois, si j'avais 300 vues, chaque vidéo 300 vues. ouais, si j'avais 300 vues, je me disais ok, c'est très cool. Et comme je rationalisais en termes de salles, je me disais pas 300 vues, c'est comme 300 places. Donc en fait, c'est comme 3 fois le point virgule complet, tu vois, et rationaliser comme ça, c'était intéressant. Quand j'ai eu 2000 abonnés, j'étais comme un fou. Je me disais, on pourrait remplir l'Olympia avec mes abonnés, parce que c'est 2000 places, tu vois. Donc en plus, j'avais un rapport aux chiffres qui n'était pas dans l'attente de gros chiffres. Et juste à un moment donné, vers le mois de juin, je crois, je me dis, bon, si à la fin de l'année, j'ai 10 000 abonnés, c'est bien, parce que ça fera comme si j'en avais eu 1000 par mois. Et du coup, il y a un enjeu qui n'était pas l'enjeu principal, qui aurait été de me faire découvrir, qui en plus était rempli. Puis alors après, ça s'est emballé. À la fin de l'année, il y avait 250 000 personnes. C'était fou. Et donc là, maintenant, tu es à 1,5 million. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même énorme. Comment tu analyses le succès après coup? Parce qu'il n'y a pas évidemment de recette magique, on le sait, mais il y a plusieurs choses qui favorisent le fait, notamment je pense que le fait de faire des collaborations avec pas mal de gens, ça doit booster ta chaîne. Ça a aidé. En fait, il y a eu plusieurs trucs. Déjà, je pense que algorithmiquement parlant, l'algorithme de YouTube favorisait, je pense, à l'époque, les contenus très réguliers. Plus une chaîne sortait de contenu, plus elle était mise un peu en avant dans les suggestions. J'en suis pas sûr, mais je pense quand même que ça fait partie de ça. Ils aimaient les chaînes qui donnaient de la nouveauté en permanence à la plateforme. C'est plus le cas, tu penses, aujourd'hui? Non, non. Okay. Ouais. Ça, c'est même une certitude en tout cas. Et les collaborations n'étaient pas très développées à l'époque. Et moi, sans penser collaboration, il y avait un truc très simple. Si je veux faire du mentalisme, je vais pas me le faire à moi-même. J'ai pas trouvé à quoi je pense. Donc, ça nécessitait d'avoir des personnes. Et au début, les personnes, c'était mon concierge, mon coiffeur, le mec qui passe dans la rue. Je prenais n'importe qui. Et puis, à force de faire ça, il y a d'autres vidéastes qui disaient mais tu veux pas me le faire? Je disais bah ouais, carrément. Et donc là, ça a donné des featuring, des collabs. Mais naturellement, en fait, ça ne pouvait pas être autrement. Et ça, effectivement, ça m'a fait découvrir à d'autres personnes à une époque qui est quand même différente d'aujourd'hui parce que tout va très vite sur Internet. C'est comme il n'y avait pas trop de collaborations et qu'il y avait moins de chaînes qu'aujourd'hui, il y avait un vrai impact de quand on découvrait quelqu'un de nouveau sur la plateforme, tu vois, surtout dans un domaine qui n'était pas du tout traité. Le mentalisme et le cerveau, sur Internet, il n'y avait personne sur YouTube. Donc j'ai bénéficié aussi de tout cet effet de surprise, du petit nouveau. Je ne suis pas sûr que si j'avais fait le même défi cette année, enfin je suis sûr en tout cas que ça n'aurait pas autant explosé. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui et ce n'est pas les mêmes règles du jeu. Mais voilà, et puis après je crois qu'aussi ce qui a participé, c'était le côté... je me prends pas la tête parce que moi je faisais pas des vidéos pour faire des vues parce que mon but n'était pas de vivre de YouTube. Moi, ma vie, c'était, je veux dire, je continuais la tournée en même temps, j'écrivais le nouveau spectacle, ma vie, je la gagne sur scène. Et donc, ce n'est qu'un bonus et un jouet, une autre forme d'expression. Donc, ça ne pouvait pas me tenir, tu vois ce que je veux dire. J'avais envie de faire une vidéo sur le boulier. J'ai fait une vidéo sur le boulier. Elle se plantait parce que c'était obligé qu'elle se plante, mais j'avais fait la vidéo que je voulais faire sur le boulier, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, ça, même si des fois, ça me faisait faire moins de vues que les autres, ça a contribué à un côté de bon, ce mec au moins il fait ce qu'il veut. Et c'est authentique en fait, c'est authentique, il se force pas. Ouais. Et mais je pense que ça c'est toujours une recette aujourd'hui du succès. La sincérité, et moi aussi je pense que ce qui marche bien dans tes contenus, c'est que c'est quand même assez concret. C'est-à-dire que on va t'apprendre quelque chose comme tu dis déjà. Soit tu as un effet bluff en mode ah ouais je le savais pas, soit je peux le refaire chez moi et c'est très concret quoi. Donc ça, je pense que les gens aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être après aussi, mais je pense qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui plus que d'avoir juste d'être passif. Oui, c'est ça. Voilà. Mais donc aujourd'hui, 1,5 million d'abonnés. Pour finir sur la partie parcours, après ça, donc ça a commencé vraiment à bien marcher pour toi sur la chaîne. Tu as continué ton spectacle, tu en as écrit un autre. C'est ça, donc j'ai lancé le nouveau en rodage en 2017, un an après le lancement de la chaîne. Là, je découvre en plus un truc, c'est avant mes spectacles étaient complets le jour J, là ils sont complets un mois avant. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que maintenant tu vas avoir des salles en leur disant regardez ma chaîne YouTube, j'ai 250 mais en fait, depuis toujours, je suis en autoproduction. Donc en fait, moi je loue mes salles et je me débrouille. Tu vois, c'est pas des gens qui choisissent non, si non, tu non. veux. Il y en a dans le tas qui te programment, mais c'est plus ceux qui viennent vers moi. Mais comme ils venaient déjà avant la chaîne parce qu'ils voulaient ce type de spectacle, ou le mien en l'occurrence. Donc 2017, je lance le rodage. Septembre 2017, j'annonce que je ferai le lancement officiel en septembre 2018 de ce spectacle à l'Olympia. Et ça, c'est fou. Ça, par contre, c'est lié à la chaîne YouTube. C'est-à-dire, j'aurais pas pris le risque si j'avais pas eu une nouvelle communauté de personnes qui me
qui me suivaient. Ouais, surtout que l'Olympia, tu dois avancer la location. Ouais. Et puis en c'est fait, un gros risque, quoi. en vrai, moi je le signe, je le réserve en mai 2017 pour septembre 2018. Mais Ouais. toutes tes dépenses, elles sont en mai 2017. C'est-à-dire que toute ma trésorerie, elle part à l'Olympia. Il me reste quelques milliers d'euros sur le compte et il faut pas déconner jusque-là, quoi, tu vois. Et tu peux pas faire de prévente à ce moment-là? Alors, c'est des systèmes particuliers, le théâtre. L'Olympia, tu es obligé de passer par leur billetterie. Oui, bah forcément. Et du coup, en passant par leur billetterie, tu récupéreras ta billetterie un mois après la date, après exécution de la date. Et eux, par contre, Eux, tout va bien. Eux, ils font un bon fond de tout va roulement. très bien. Il n'y a D'accord. pas de problème. Ah, bon business. Donc il y a tout ça, ton matériel que tu veux réserver, parce que l'Olympia, c'est une date à poil, c'est-à-dire c'est une salle qui est complètement vide, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas une enceinte, il n'y a pas un micro, parce que chaque spectacle a sa fiche technique, donc c'est toi qui dois louer avec un autre prestataire. Donc tu vois, il faut créer ta fiche technique, tout réserver à l'avance, donc verser des arts, etc. Mais donc voilà, ça c'est donc 2017, 2018, le nouveau spectacle se lance à l'Olympia, et puis les vidéos continuent, et en même temps, en 2017, j'écris mon premier bouquin aussi. C'est ça. Ce bouquin-là, je le signe, j'ai 30 000 abonnés sur ma chaîne en 2016. D'accord, donc c'est un projet que tu avais même avant. Exactement. Et comment tu t'es dit, c'est un sujet qui m'intéresse, je vais en faire un livre, et après tu es allé voir une maison d'édition? L'histoire, elle est beaucoup plus fun. J'ai 30 000 abonnés, je fais une FAQ, tu sais, une foire aux questions sur ma chaîne. Et dans les questions, la vidéo existe toujours d'ailleurs, hein, si tu veux la regarder, la FAQ des 30 000, il y a un abonné qui dit, est-ce qu'un jour tu feras un livre? Et du coup, je m'adresse en face cam, je dis, ah ben c'est marrant que tu dis ça, j'aimerais beaucoup. J'adorerais, parce que j'ai appris tout au travers des livres, même toi qui es là dans mon bureau, t'en vois traîner partout, tu vois. Donc j'adorerais synthétiser une partie de ce que je sais dans un bouquin, j'adorerais ça, évidemment. Ce serait une grande joie pour moi. Et après, je regarde la caméra, je fais, donc si vous êtes éditeur, contactez-moi avec le clin d'œil. Au bluff. Et suite à ça, je reçois un mail d'un gars qui me dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, je peux t'envoyer son contact si ça te dit. Moi je réponds à ce gars et je dis, écoute, faut que tu me dises quelle maison d'édition c'est, qui est cette personne dans la maison d'édition et qui elle est vis-à-vis de toi, parce que je peux pas le contacter comme ça. Et là la réponse, elle est épique. Il me dit, je m'appelle, je crois que c'est Thomas, je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans et c'est le père d'un de mes copains. Et je crois qu'il travaille au service comptabilité de telle boîte d'édition. Et là, je me dis, on est loin d'aboutir à un truc. Et la boîte d'édition, c'est Editis, il me met. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas que les maisons d'édition sont regroupées sous un groupe, en fait. Et Editis, en fait, ils ont 11 maisons d'édition. Et je lui dis, écoute, donne-moi le mail. Et je vais écrire. Et j'écris au gars, j'ai toujours ce mail. Bonjour monsieur, vous ne me connaissez pas, la démarche vous paraît très étrange, j'ai eu votre mail par Thomas qui est un ami de votre fils. Je pense que vous n'êtes pas la bonne personne, mais si vous pouvez faire suivre ce mail à la bonne personne, j'ai un projet de livre, voilà ce que je fais dans la vie, à qui je peux en parler. Et le mec me répond de la journée, il fait non mais je connais vraiment ce que vous faites, j'adore ce que vous faites, on regarde avec mon fils. En fait, donc il était déjà bien au courant en fait. Et je passe ça à une des éditrices que je connais bien, ça peut l'intéresser, elle m'appelle dans la foulée, et ça match très bien humainement et professionnellement, et on signe le truc. Et donc j'ai 30 000 abonnés à ce moment-là, et je signe ça, et ce livre sortira donc en mai 2017. Et le gap qui se passe, c'est qu'en mai 2017, je dois être à 400 000 abonnés sur ma chaîne. Donc il y a une vieille rumeur de et voilà, il a plein d'abonnés, ils font un livre. Mais en fait, il a 1 an, le livre déjà, évidemment, quoi. Mais par contre, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que quelque part, alors c'était pendant une FAQ, donc quelque part, c'est que tu sens, même si c'est la question d'une personne, tu sens qu'auprès de ta communauté, il y a un peu ce besoin. Ouais, mais même si tu l'avais avant. Mais sans qu'il me le dise, c'était quasiment obligatoire qu'il y ait ou le besoin ou l'envie, parce que tu te dis, putain, des vidéos sur du savoir et des tips, en fait, assez naturellement, tu as envie que ce soit regroupé quelque part où tu peux le consulter facilement en format papier, quoi, tu vois. Oui, si ça marche en vidéo. C'était une confirmation j'ai pas eu beaucoup de certitudes dans ma vie, mais ça, c'était une certitude que ce serait nécessaire de le faire. Et en plus, je te dis, mon livre, c'est la plus grande fierté à partir du moment où il a été imprimé, pas quand il a été vendu. C'est quand il a été imprimé, c'était ma plus grande fierté de me voir dans une bibliothèque. J'avais complètement réussi ma vie à ce moment-là, quoi. Et en plus, celui-ci nous a complètement glissé des doigts parce qu'il est maintenant traduit dans 7 pays. Et il a fait vraiment un carton. Je crois qu'on est à 200 000 exemplaires. Enfin, c'est fou, quoi, tu vois. Mais c'est marrant parce que pour en avoir parlé avec d'autres personnes,
que ce soit le livre, mais même le magazine, et on va y venir, il y a ce côté, c'est palpable, c'est concret, c'est un peu... ça existe. Ouais, et puis il y a le côté un peu noble, tu vois. Ouais. Et pour beaucoup de gens, alors toi c'est marrant en plus parce que tu es youtubeur, donc pour beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, qui se disent YouTube, Instagram, je veux être connu, etc. Et il y a beaucoup d'influenceurs, tu leur dis, mais on va faire un magazine et puis on va te mettre dedans. Et pour eux, c'est même s'il y a 10 000 tirages et qu'ils ont 100 000 likes sur leurs vidéos, ils vont dire c'est génial parce qu'il y a ce côté noble. Tu vois. Et là, c'est pareil pour toi. Oui, complètement. Il y a, oui, le mot fierté n'est pas utilisé à tort. Là, tu vois, t'es fier de ce que tu as fait, t'es fier de ça. Et puis aussi parce que tu sais que c'est pas un circuit facile. Tu rentres dans quelque chose de traditionnel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une émission de télé qui fait 100 000 en audience, comme c'est que de la télé, tu vois, sur C8, ça fait 100 000 d'audience, tu vois. Mais donc, en fait, ça fait 4-5 fois moins que certaines de mes vidéos, quoi, voire 10 fois moins. Moi, j'ai réupload la vidéo que j'ai faite chez eux. On avait fait 120 000 téléspectateurs et la vidéo, elle a fait 800 000 vues sur ma chaîne. J'ai vu ça, incroyable. Et, mais comme c'est traditionnel et dur d'accès, il y a des côtés de « Ah, je suis content, je fais partie de ça », comme si on était un peu plus légitime sur le grand public, au final. Donc, ce premier livre, après, il y en a eu 2 autres. Le dernier, c'est sur le temps. Oui, c'est ça, ouais. Et le premier, c'était plus sur le cerveau, la mémoire. Le premier, je m'inspire d'un truc qui a marqué mon enfance, qui est le manuel des castors juniors. Ouais. Je me souviens d'un truc, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre ce bouquin, je suis ravi de ce que j'y lis. Tu sais, ça me stimule toujours. Et je me dis, je veux un truc un peu pareil. Et donc, je mets 50 astuces en rapport avec le cerveau, applicables au quotidien, dans ce premier livre. Au début, je veux en mettre 100 et mon éditeur fait non, ça fait un trop gros livre, ça fera un prix de vente trop cher, on peut pas et tout. Donc, j'en mets 50. Et voilà. Et donc, il y a 7 grands thèmes qui sont la mémoire, le calcul mental, le développement personnel, plein de trucs comme ça. Et je mixe un peu tout ça avec un index thématique. La fin de cette année-là, par contre, je sors aussi un jeu de société qui s'appelle Menteur-Menteur. Oui. Pour la petite histoire, quand la Rousse me propose de me voir, ça s'est passé comme ça. Ils veulent, grosso modo, écrire le bouquin que j'ai déjà écrit et que je suis en train de sortir. Et du coup, je leur dis, mais moi, j'ai une idée de jeu sur la thématique du mensonge qui s'appellerait Menteur-Menteur. Et j'avais vraiment un embryon d'idée. Et du coup, le titre leur plaît, je signe ça avec eux et on sort Menteur-Menteur. Et l'année d'après, donc au mois de mai 2018, je sors le 2e livre. En fait, c'est les 50 astuces que j'ai pas pu mettre. C'est tu l'as coupé en 2, clairement. Et en parallèle de ça, je sors la Memory Box, qui est une méthode de mémoire que j'ai utilisée toute ma vie. Et je sors aussi ce coffret-là en fin d'année. Et en même temps que ça, je sors une chasse au trésor nationale sous forme de livre aussi, où il y a 10 diamants à gagner. Ouais, ça, si tu peux juste raconter, parce que je trouve ça génial comme concept. En fait, j'adore les puzzles, les énigmes, les trucs comme ça. Et il y a un truc qui m'a toujours fait fantasmer, c'est la chouette d'or. C'est un mec qui a écrit un bouquin, il a planqué une chouette avec des pierres précieuses, etc. Si tu résous le bouquin, tu trouves la chouette. C'est tellement dur que 30 ans après, personne n'a réussi. Non, on ne sait pas. Et en plus de ça, lui est décédé, personne ne sait où elle est. Et donc, si ça se trouve, il y a une maison qui est construite dessus, ou quelqu'un l'a déterrée, on n'en sait rien. Ouais. Et j'adore ça. Et c'est vraiment, je crée le bouquin que j'aimerais avoir. C'est un livre d'enquête où il y a 5 diamants à retrouver et à gagner pour de vrai, en fait, qui sont d'une valeur de 3 000 € à peu près chacun. Et donc, je crée ce truc avec une maison d'édition un peu folle qui me suit, qui s'appelle les Éditions du Trésor, justement. Et on sort ça, il y a un bon accueil et tout. Tellement bon accueil qu'on regarde les chiffres et on voit qu'il y a du bénéfice. Mais moi, c'est pas du tout un projet pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, j'ai des projets de cœur et ça, c'en est un. Et du coup, je me dis, OK, on réinvestit tout cet argent. Nous, on avait créé une pièce secrète sur Internet qu'il fallait comprendre et trouver dans le livre. Dans cette pièce secrète, du coup, je réécris 5 énigmes avec 5 nouveaux diamants, du coup, à gagner. Et c'est pour ça qu'il y en a eu 10 au final, parce que j'ai réinjecté en temps réel tous les bénéfices pour faire des diamants en plus. Et c'était trop bien, quoi. Et il y a des gens qui l'ont trouvé alors ou... Ah, les 10 sont trouvés. Ah, ok. Les 10 sont trouvés. Le premier a sauté en 2 jours. Et je peux te dire que ça fait peur. Parce que tu dis, en fait, mon aventure, elle va durer une semaine. C'est très dur d'écrire des énigmes et de jauger la difficulté. Ouais. Tu vois, tu veux que les gens puissent s'amuser, mais que les étapes finales soient pas trop simples quand même. Et en fait, ce mec, je le rencontre, j'en fais une vidéo, et il me suivait pas. Il sait à peine qui je suis, ça ne l'intéresse pas tellement d'ailleurs. Mais par contre, il est passionné d'énigmes et tout. Et quand il a vu ce truc passer dans la presse, il s'est dit, il y a forcément, à un moment donné, quelque chose avec un code du style Wigner, logarithmique et tout. Et c'est son métier et sa spécialité. Et il a posé une journée de congé pour la sortie du livre
en disant je vais détecter le plus vite possible laquelle énigme est construite sur ce principe et je le craque. Et il l'a craqué et il a gagné le diamant. Tu vois, et diamant, je crois qu'il l'a revendu d'ailleurs parce qu'on donnait le certificat pour que les gens puissent le revendre s'ils préféraient de l'argent. Et du coup, en partant du bureau, ça a été très drôle. Il a fait et je vais m'abonner à ta chaîne maintenant. C'est drôle, hein. T'as gagné un abonné. Et du coup, après, j'étais tremblant en me disant putain, s'ils sautent tous d'affilée. Et en fait, non. Il a fallu un peu de temps et tout. Il y a eu des communautés, hein. Il y a des gens qui les ont fait entre elles et tout. Et pour moi, c'est une des clés aussi de ton succès, des choses qui marchent aujourd'hui. C'est ça, c'est avoir une espèce d'interactivité avec ton audience, que ce soit pas d'ailleurs que ton audience YouTube, mais que il n'y a pas que du virtuel, il y a du vrai, il y a du réel. Les gens peuvent faire des aventures. Et aujourd'hui, c'est pour moi une des recettes, je pense, de ce qui peut marcher, en tout cas quand on a une chaîne ou qu'on veut lancer, qu'on ait une personnalité ou un personnage qu'on veut se développer. En mettant le regard a posteriori, c'est toujours facile d'analyser après, mais je me dis, moi, j'ai jamais voulu être connu. Jamais. J'ai toujours voulu être reconnu pour ce que je proposais. Donc, je pense que déjà, cette démarche-là, elle a fait que... en vrai, je crois même que j'ai pas de vrais fans. Je pense que j'ai des fans des sujets dont je traite et qui m'aiment bien, mais si je sortais demain un t-shirt avec ma tête, j'en vendrais 0, tu vois. Et tant mieux, en fait. Moi, ça me va, cette relation-là, quoi, tu vois. Et du coup, je pense qu'on a, toujours dans le a posteriori, que du coup, j'ai créé un engouement pour les choses que j'aimais moi et que d'autres personnes se sont mises à aimer. Et on s'est retrouvés là-dessus et je suis un peu le délégué de classe de cette communauté-là, quoi, tu vois. Tu l'incarnes, mais très bien. C'est génial. Écoute, on arrive sur la partie présent, puisque moi, je voulais parler un peu de ce nouveau magazine, ce nouveau projet Curious. Je le dis bien. En fait, moi, comme je l'ai inventé à l'écrit, je ne sais pas comment il se dit. Il dit Curious, Curious. Ouais, c'est ça. Tu peux juste nous raconter donc déjà comment est née l'idée, etc. Mais bon, on l'a compris un peu avec ce que tu nous as déjà raconté. Et surtout, les coulisses derrière, parce que là, tu viens de le lancer. Mais comment tu vas gérer ça au quotidien Est-ce que tu as des annonceurs Est-ce que tu as une équipe Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'annonceur du tout. Mais c'est pas grave parce que je suis mon propre annonceur aussi. Il y a un microcosme où ça me permet aussi de reparler de mes dates de spectacle et de mes livres. La manière dont je l'ai travaillé, je travaille avec un pote qui est en Alsace qui s'appelle Thierry, qui est graphiste, qui a beaucoup travaillé sur des magazines. Et à l'époque justement d'Humour Magazine, si j'avais continué, je comptais travailler avec lui parce qu'il avait un regard sur le rédactionnel qui était intéressant. Donc du coup, on le fait ensemble. Et lui a de très bons conseils sur la mise en page, le graphisme, la manière de faire et tout. Donc ça, c'était parfait. J'écris les articles et donc pour pas me faire battre, en fait, j'ai 1 an d'articles atemporels. Ce qui fait que tous les mois, j'ai juste à écrire les quelque chose en plus que je veux écrire, mais j'ai traité tous les sujets atemporels. Déjà là, aujourd'hui, c'est fou ça. Okay. J'ai 1 an de sujets atemporels comme ça en stock, en mode gros dossier, petit dossier, petit truc. Ça faisait 1 an du coup que tu réfléchissais au sujet ou tu t'écrivais que je réfléchissais, que j'écrivais, etc. Que Thierry aussi me donnait son avis, tout ça. Je t'ai dit, je lancerai une fois que j'aurai ces 1 an. Tu vois, ça a été l'expérience d'Humour Magazine où on aurait pu avoir du stock d'articles d'avance au cas où, et on a été tout de suite en flux tendu et on a pataugé assez vite, tu vois. Et donc je me suis dit, ok, il faut juste maintenant être plus malin que ça. On a fait plein d'essais de couverture et tout, mais c'est pas une préparation qui a demandé trop de temps parce que ça faisait partie de mes projets non importants. C'est-à-dire, j'ai plein de projets comme ça que je développe. Et je ne sais pas si ça aboutira ou pas. Je ne sais même pas si j'ai envie que ça aboutisse ou pas. Mais la préparation m'intéresse pour voir où ça peut aller. Et puis là, on est arrivé à un moment donné, on s'est dit, c'est jouable. On a tout, on a monté les budgets, on a trouvé des routeurs, on a trouvé des imprimeurs, on arrive à tirer un prix assez bas pour faire un prix vraiment correct et très abordable. On a les articles, la mise en page est chouette, la couve. On y va ou on rigole et toute notre vie, on se dit peut-être qu'un jour on le lancera. Et je me dis, ok, on va le faire, mais alors c'est là où je prends une décision. On va le faire sur abonnement pour la première année. Comme ça, on tire que le nombre qu'il faut, ce qui nous permet aussi de réduire les budgets. Et comme ça, que sur 1 an, on promet que ceux qui sont abonnés, il y aura bien les magazines jusqu'au bout de leur abonnement. Et comme ça, si jamais il y a peu de monde,
ou que c'est une mauvaise idée ou quoi, on peut encore une fois plier assez rapidement. C'est un truc de tout ce que j'ai monté dans mes entreprises, dans ma vie, c'était pliable comme une quechua assez rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien Sans l'image. perte, Ouais. sans rien, sans dommage. Donc je vois pas trop gros, trop vite. Et du coup, j'ai lancé ça comme ça pour voir ce qui allait se passer. Là, il doit y avoir... T'as lancé quand, du coup, officiellement? Officiellement, mi-février, là, c'est D'accord, très donc là, très il y a récent. pas 2 semaines. Ouais, on doit être entre 5 et 7 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc ce qui est super, parce qu'en plus, tu proposes à des gens en digital de s'abonner à un truc physique en papier. Ouais. La question qui vient le plus souvent, c'est est-ce qu'il y aura un PDF? Non, il n'y aura pas de PDF. Je veux que vous reviviez l'expérience de recevoir le magazine chez vous, que vous puissiez l'emporter. Et on sait la vérité, c'est que si tu mets du contenu dans une vidéo, si la personne ne le regarde pas à ce moment-là, quand bien même elle le regarde, si elle a besoin plus tard de cette information, elle ne reviendra pas en fait. Les magazines, ça se consomme tellement différemment. Donc voilà, et puis on verra au bout d'un an si on continue ou si on continue pas, quoi. Ouais, c'est génial comme aventure. Et en fait, tu fais des pré-ventes et puis c'est un peu le principe du crowdfunding ou des choses comme ça. C'est ça. Au moins, tu es sûr que tu vas pas dans le mur, puis tu as déjà une communauté. Et puis ça permettait, encore une fois, de tirer le prix très bas en fait, de le mettre à... C'est moins de 20 €. C'est moins de 20 € pour un an. Donc, ouais, ça fait 1,65 € par mois. 10-12 numéros 10 numéros parce qu'il y a 2 doubles. Ouais. Okay. Il y a un double en été et un double sur décembre-janvier. C'est marrant, j'en parlais avec David Swellens qui dirige Playboy Magazine et Photo Magazine. Et pour la Photo Magazine, en l'occurrence, c'est plutôt du positionnement un peu luxe, etc. De photos. Et lui, il disait attention, ne pas mettre des prix trop bas. Parce qu'après, ça dévalorise le contenu. Donc, tu as toujours aussi ce côté un peu... Nous, le 20 € c'est une offre de lancement. À partir du 15 mars, ça reprend son vrai prix qui est 29,90 en vrai. Ouais, ça reste quand même... Et le but final, c'est si ça rigole, si ça fonctionne très bien, que ça rigole, que je peux prendre des rédacteurs aussi à mes côtés, des choses comme ça, monter une équipe dessus, c'est de le poser en kiosque après avec un vrai prix au numéro. Quoi. Ok, donc tu n'exclus pas cette possibilité Non, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Mais je voulais pas faire le risque de le mettre tout de suite en kiosque, etc. Parce que s'il part en kiosque, je veux vraiment qu'on passe du côté un peu le magazine de Fabien Olicard à Corious, le magazine pour les gens curieux en fait, tout simplement, après qu'il soit complètement autonome et un peu plus délié de moi. Moins incarné, du coup. Moins incarné, ouais. Tu as pas mal de supports aujourd'hui. Tu as du YouTube, tu as tes livres, tu as la scène. Ouais. En fait, j'ai construit une triptyque. Donc un espèce de triangle. La scène est quand même en haut. Ça reste pour moi mon activité principale et je ne l'oublie pas. Les vidéos, ça m'éclate et tout, donc ça c'est notre point du triangle. Et l'édition, on va dire au sens large. Avant, je disais les livres, mais maintenant on va dire l'édition. C'est le troisième truc et chacun se complète en fait. Ok, donc c'est juste sur t'as des audiences qui sont différentes là-dessus? Oui, c'est des points d'accès, c'est même des points d'entrée différents. Il y a des gens qui me découvrent par le livre, des gens qui me découvrent par le spectacle, et il y a des gens qui me découvrent par les vidéos. Okay. Et les gens qui me découvrent par la vidéo sont les plus susceptibles de s'intéresser aux deux autres, mais quand même les deux autres sont quand même des points d'entrée dans tout mon microcosme. Moi, je voulais te demander comment aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu as une stratégie derrière ou est-ce que c'est un peu maintenant tu fais du contenu parce que ça t'intéresse, tu le fais voilà, est-ce que c'est... Non, j'ai pas de stratégie. La seule, on a même réduit la cadence pour 2020, c'est-à-dire qu'on a injecté une nouvelle règle, les vidéos sortent quand elles sont prêtes. Okay. Donc il peut y avoir 15 jours sans vidéo, alors que c'est un truc qui a été douloureux pour moi. Imagine, j'ai fait une vidéo par jour pendant un an. L'année d'après, j'ai dit je vais en faire moins, j'en faisais 10 par mois quand même, quoi. Donc juste, et puis l'année d'après, j'en ai fait 5 par mois. Et puis là, cette année, j'ai dit ok, elles sortent quand elles sont prêtes, il n'y a plus de règles. On tourne ce qu'on a envie de tourner, je fais tout ce que j'ai envie de faire, en gardant quand même la limite non égoïste de c'est fait pour être vu et plaire. Donc si c'est trop onaniste, ça sert quand même à rien de le sortir là. Mais il n'y a pas de stratégie particulière. Il y a l'envie de produire bien, par contre. Donc il y a la qualité d'image et de montage qui a upgradé au fil des années et de son. Il y a l'arrivée de Loïc que j'ai engagé à plein temps, qui sortait d'une école de ciné, qui a des grandes compétences et une belle créativité. Donc il y a juste ça, envie de continuer à proposer le meilleur contenu qualitatif et que je regarderai moi. En fait, c'est le point commun à tout ce que je fais. C'est le livre. J'ai fait le magazine que j'aurais voulu lire. J'ai créé
la chasse au trésor que j'aurais voulu avoir, je fais les vidéos que j'aimerais voir, les spectacles que j'aimerais aller voir, et comme ça je me plante pas, quoi, tu vois. Bah, et si je suis parti du même constat quand j'ai fait ce podcast, en tout cas moi c'est le podcast Ouais, que j'aurais voulu avoir. Alors, après peut-être que ça Ouais. intéressera que 3 personnes, mais je suis parti de ce constat-là et je me dis Mais tu seras jamais déçu parce Voilà, que tu tu seras pas te déçu, forceras jamais à le faire puisque c'est ce que tu voulais toi. Tu vois, Exactement. c'est ça. Ok, on arrive sur la dernière partie. Là, j'avais quelques questions un peu pas philosophiques, tu vois, mais autour du futur un peu des médias. Comment toi tu vois l'apparition, tu vois, on voit beaucoup de nouvelles plateformes, TikTok, Twitch. J'ai vu que tu étais un peu sur Twitch aussi. Comment tu vois ça? C'est-à-dire que quand tu vois une nouvelle plateforme, est-ce que tout de suite tu te dis j'y vais, puis on voit bien ce que ça donne, ou est-ce que tu préfères te focus plutôt sur voilà, ton triptyque? Tu dis ça marche bien, je reste là-dedans. Est-ce que tu as comment tu vois ça, toi? Déjà, je suis assez geek dans l'âme, donc je suis assez curieux de ce qui émerge. Oui. Mais après, je fonce pas peut-être baisser sur les plateformes. Tu vois, TikTok, là, c'est très récent. Je l'ai téléchargé il y a pas longtemps pour voir un peu ce que c'était, anciennement Musical.ly. Mais l'exemple est encore meilleur avec Twitch. Moi, je faisais des lives un peu sur YouTube et tout. Twitch, on m'en parlait. Twitch, je voyais que c'était the place to be, le machin. Voilà. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'y intéresser et je comprenais rien. Ni l'intérêt, ni le fonctionnement. Et là, il y a une vraie prise de conscience de OK, soit je m'arrête maintenant. Et en fait, c'est bon, je suis devenu pas vieux, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai décidé de plus faire l'effort de comprendre et je me laisse dépasser. Soit, en fait, non, je veux continuer à comprendre et être dans mon époque, pas forcément utiliser à fond la plateforme, mais ne serait-ce que la comprendre, c'est mieux comprendre le monde et les variations, surtout dans le monde numérique où ça bouge très vite. Et j'appelle Chitos, qui est le mec qui fait les lives de Squeezie. Et je dis, est-ce que tu me formerais en fait? Je te paye pour ça, hein, et on monte le Twitch ensemble. Mais ouais, carrément. Et donc, c'est un mec de 20 ans qui se met à me former, en fait, tu vois. Et t'as raison, Et ouais. Et maintenant, je connais Twitch sur le bout des doigts, j'en connais tous les codes et les rouages, tu vois. Et ben pareil pour TikTok, quand j'ai vu que vraiment ça prenait une telle ampleur, on n'est pas sur ma cible. C'est des gens qui sont beaucoup trop jeunes par rapport à ce que je propose. Mais je me suis dit, il faut que je comprenne l'intérêt. Et moi, je me souviens vraiment même d'une époque, vers 2012, où j'étais arrêté de me saouler avec Twitter, je comprends même pas à quoi ça sert. Et après, je me suis dit, non, force-toi mentalement à t'intéresser aux choses, quoi, et sois curieux pour le coup de ça, quoi. Et donc voilà, ça me permet de garder quand même un œil sur tout et partout, et de mieux comprendre comment se passent les choses. Tu vois, TikTok, je ne l'ai pas du tout développé. J'ai eu, d'une manière assez organique, 50 000 abonnés. Je me dis pas, tiens, il faut que j'aille aux 100 000 et que je fasse une stratégie sur TikTok. Non, c'est un petit endroit de jeu. Je passe le bout de mon nez de temps en temps, c'est rigolo, mais il n'y a pas de stratégie derrière. Ok. Il y avait un autre point que je voulais aborder aussi avec toi, que je vois moi dans mes discussions avec les gens qui passent sur le podcast, c'est j'ai l'impression que de plus en plus les utilisateurs, ou en tout cas l'audience, qu'elle soit télé, ciné, même digitale, est de plus en plus dans une recherche un peu d'expérientiel. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais moi c'est un peu le constat que j'aime, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai l'impression que les gens aiment bien cette partie un peu émotionnelle et expérientielle des contenus. Et notamment, donc toi, tu fais du spectacle live avec des interactions du public. Même, tu vois, quand tu fais de la vidéo sur YouTube, tu fais de l'interaction, des chasses au trésor, des FAQ. Il y a ce côté, donc à la fois un peu émotionnel, un peu expérientiel, interactif. Moi, je crois qu'on va un peu là-dedans maintenant au cinéma. Je crois qu'on va de plus en plus vers du cinéma qui va être, on reçoit un peu d'eau, ça bouge un peu. Peut-être que demain, on aura des senteurs. Enfin, tu vois. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais spontanément, ou c'est vraiment réfléchi dans ta stratégie? C'est ce que j'aime faire pour le coup. Et mais du coup, malgré ça, je pense que tu as raison dans le fond, et c'est peut-être une clé qui fait que je suis au bon endroit au bon moment, tu vois. Mais je pourrais pas faire autrement que ça. C'est ce que en fait, j'aime que les choses vivent, et moi je vis avec les gens, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas comédien, je suis pas doctorant non plus, je suis pas dans le professorat. En fait, je fais des choses pour des potes, tu vois, vraiment pour. C'est comme ça que tu réfléchis. Ouais. Donc, je peux pas passer par un autre chemin. Mais par contre, oui, dans le fond, je crois que tu as raison, et ce qui explique d'ailleurs peut-être que les fictions pures sur Internet marchent moins qu'avant, etc. Que on est sous une autre forme de divertissement. Et puis, de par l'arrivée du numérique et l'ultra connecté, les gens ont de plus en plus l'habitude aussi d'avoir leur mot à dire et leur acte à faire dans la participation. Donc, il faut se mettre aussi en accord avec ça. Il faut les intégrer en fait dans tes contenus.
Ok, super intéressant. On passe aux questions de la fin. Question de la fin. Question de la fin. Jingle, question de la fin. Ouais, sinon, je le rajouterai peut-être en post-prod. Quel média tu consommes, toi, aujourd'hui et à quelle proportion? Ok, c'est plutôt les journaux d'information, si possible qui soient apolitiques et sans publicité, comme Brief.me ou des choses comme ça, ou comme les briefs que fait Hugo Décrypte aussi, ce qu'il propose. Sur YouTube, donc ça c'est pour les médias d'information purs. Pour le tech, je vais suivre plutôt des choses sur Internet, parce que c'est ça. Et puis pareil, là c'est presque des mots-clés en Google Alert ou en recherche proactive pour les études scientifiques des domaines que j'aime bien suivre, etc., pour me mettre à jour, et puis aussi parce que je suis curieux de ça. Pas de télé? Ah non, pas de télé. En fait, même pas du replay? Très peu. C'est vraiment pour voir un copain ou un truc comme ça. J'ai une télé à la maison, et en plus c'est vraiment pas en mode non, je ne vais pas consommer la télé. C'est que vraiment j'ai toujours eu assez peu d'intérêt pour la télévision, parce que je voyais mon frère quand j'étais petit. Je le voyais zapper sur les 6 chaînes à l'époque, quoi, tu vois, enfin 5 parce qu'on n'avait pas Canal. Et je me disais, c'est marrant, il regarde ce qui lui déplaît le moins. C'est ça. Tu vois, par défaut. Et en fait, j'ai un bel écran à la maison et je regarde ce que je veux regarder quand je veux le regarder. Donc avant, c'était plutôt des DVD que je louais ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est avec Netflix, Amazon Prime et ces autres plateformes, c'est complètement possible avec la VOD. Et donc, quand je l'allume, c'est pour regarder ce que j'ai décidé de regarder. C'est dans l'air du temps. Est-ce que tu as un livre à recommander qui ne soit pas tes livres, parce que je vais déjà mettre les références. J'aurais pas fait ça. J'ai un vrai livre à recommander. En tout cas, si je suis là, j'ai un livre récent dont j'aimerais te parler, mais l'honnêteté, ce serait de dire quel est le livre que j'ai lu le plus dans ma vie et que je relirai encore, et que mon livre de chevet, c'est L'Art de la guerre de Sun Tzu. Et putain, il a fait écho quand j'avais 14-15 ans, ce truc. Et ça m'a jamais quitté, et je trouve qu'il est applicable de partout. Et en plus, j'ai une théorie. Pour moi, c'est un livre de paix, en fait, L'Art de la guerre, quoi, tu vois. C'est plutôt un livre bienveillant dans plein de trucs, pour les personnes avec toi, pour les personnes en face de toi, pour les personnes en parallèle de toi. Et il n'y a pas un domaine de ma vie où j'ai pas pu me dire « Ah, mais en fait, ça, c'est à peu près ça, en fait, de l'art de la guerre. Et on pourrait, du coup, l'appliquer comme ça, et c'est intéressant. Et ouais, c'est mon livre de référence. Ok. Est-ce que tu as une... toi, tu fais plein de projets, en plus très créatif. Est-ce que tu utilises une routine, ou est-ce que tu as une application particulière qui te permet de gérer un peu tes journées, tes projets? J'ai tendance à mettre mes outils en place. Dans le long terme, j'ai un fichier projet que je tiens avec Fanny, qui travaille avec moi, où il y a les projets en cours, réellement, tu sais, mais en cours d'existence, quoi, hein. Après, il y a les idées de projet. Après, il y a les idées tout court. Et il y a toujours une notation de faisabilité et d'urgence à chaque fois. Et après, il y a les projets non locomotives. Ça, c'est des projets qu'on vient me proposer, que je trouve géniaux, mais je ne ferai pas un effort pour le lancer. Il faut que la personne en face, elle fasse tout ce qu'il faut de son côté, parce que c'est son projet, et après, je vais l'intégrer. Donc ça, c'est un des outils qui me permet aussi de ne pas oublier des idées potentiellement, tu vois. Et puis après, au quotidien, j'utilise la matrice d'Eisenhower pour tout. Donc la matrice d'Eisenhower, voilà, si vous ne connaissez pas, hein, c'est vous tracez une ligne verticale, une horizontale, vous faites une case des choses urgentes et importantes, une case des choses urgentes non importantes, après des non urgentes mais importantes, et des non urgentes et non importantes. Et c'est comme ça que j'y vois clair. Et ta journée, donc ton quotidien, en fait, j'ai pas de quotidien, moi. J'ai pas de quotidien, moi, messieurs. Mais du coup, tu te réfères à ça pour t'organiser dans la journée. Ouais. J'ai une note, en fait, dans le téléphone avec les 4 catégories. Et donc, il y a les choses qu'on met dans l'agenda, qui sont les choses comme notre rendez-vous, par exemple, ou des choses qu'il faut absolument pas que j'oublie. Mais quand même, à côté, il y a la note avec pas mal de choses. Aujourd'hui, là, ces 3 dernières semaines sont très compliquées pour moi, avec 1 milliard de choses et une gestion vraiment complexe. Et là, je suis content d'avoir ma matrice, parce que les non urgents importants me stressent pas. Si elles n'étaient pas déportées sur papier à cet endroit-là, même dans une to-do list, elles me stresseraient. Parce que je me dirais, il faut faire ça et tout. Là, c'est très clair. Ça, je t'ai mis là parce que c'est pas urgent pour le moment. Les non urgents importants sont quasi inexistants du coup. Et il y a que le urgent important qui compte dans mon rythme actuel, quoi. Avant-dernière question, est-ce que tu as un mentor, ou est-ce que tu as une personnalité que tu admires, qui t'inspire beaucoup, que tu l'aies rencontré ou pas, hein, d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai mon maître Yoda, c'est Alexandre Astier. Ouais. Ah oui, je t'ai déjà entendu parler. Sur le fond, sur la forme, et sur l'humain, et sur tout.
Tu l'as jamais rencontré? Non. Je suis allé voir l'Exoconférence 2 fois, par exemple. Ouais. Son dernier spectacle, une fois pour le kiff de le voir et une fois pour le kiff de comprendre la mécanique. Ok. Tu vois, mais après, ces interviews sont fascinants pour moi. Je te donne un exemple très concret. À l'époque où il y avait les manifs contre le mariage homosexuel, dans une interview, quelqu'un lui a posé la question. Tu vois, et il dit alors, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et il a une réponse qui est terrible à ce moment-là. Son début de réponse, il fait je m'en fous. En fait, je m'en fous. Et donc le mec lui dit mais pourquoi il fait parce que je suis pas homosexuel, du coup je suis pas concerné et je fais confiance aux homosexuels pour savoir ce qu'il y a de mieux pour eux, et comme ils le veulent, il y a quand même que eux qui savent ce qui est bon pour eux. Donc en fait arrêtons de prendre parti et laissons-les faire ce qui est de mieux pour eux. Et tu vois, ce genre de réponse, ça me fascine, quoi, tu vois. Et ce jeu m'inspire d'ailleurs. Ça m'inspire complètement, complètement. Là, il y a eu un truc contre des voyants et des médiums là sur Internet récemment, etc. On m'a beaucoup demandé mon avis du coup. Et mon avis, je l'ai fait dans une vidéo sur Instagram qui s'appelle Caféine, où je dis je m'en fous. Et ce je m'en fous est très inspiré d'Astier, où ce jour-là, je me dis mais il a raison. Est-ce qu'on est obligé de prendre parti quand ça ne nous concerne pas directement? Est-ce qu'on a le droit de dire ceux qui sont concernés savent forcément mieux que moi, donc arrêtez de me demander mon avis en fait. Très clair. Dernière question. Pour les personnes qui écoutent donc ce podcast et qui ont peut-être des projets de fiction, de chaîne YouTube, de spectacles, pourquoi pas, de livres, de magazines, est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Oui, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est que arrêtez de chercher des concepts. Le concept, c'est vous. C'est-à-dire que si toi, demain, Simon, tu me dis je veux faire un spectacle de mentalisme, mais ça a déjà été fait, ça et ça, je vais te dire ouais, mais Simon qui fait du mentalisme, ça n'a jamais été fait. Ouais. Donc c'est un concept, tu vois. Donc arrêtez de chercher le concept, c'est vous le concept, c'est votre énergie, votre personnalité, on est tous différents. Et la deuxième chose, c'est un truc que j'applique à moi-même, j'attends d'avoir 10% des réponses pour me lancer dans quelque chose. Okay. Quand j'ai commencé les vidéos, je ne savais pas monter, je ne savais pas ce qu'était YouTube, je ne savais pas écrire une vidéo. Et j'ai juste appris à upload une vidéo, faire une vignette. C'était 10% du boulot pour me lancer, et on apprend sur le tas. On n'est pas obligé de sortir des choses parfaites. On n'est pas obligé d'être parfait dès le départ. On peut apprendre sur le terrain. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment sur le terrain. Okay. Donc, faut se lancer très vite et arrêter de... Mais en se lançant très vite, il ne faut pas rameuter toutes les foules en se disant « Regardez, c'est ça le truc de génie ». Non, c'est essayons d'abord de le faire, quoi. Tu vois, on parlait que j'avais fait quelques podcasts. Je n'ai toujours pas lancé vraiment mes podcasts, mais je voulais déjà essayer, apprendre, comprendre. Et voilà. Et j'ai eu mes réponses. Okay. Et aujourd'hui, si demain je vais en faire, je sais où je vais aller, quoi. Donc, il faut expérimenter très, très vite, en fait. Pas se poser trop de questions. Eh ben super, merci beaucoup pour tout Fabien, pour tout ce partage, et puis à très vite. Je mettrai tous les liens de tes livres, tes spectacles, et puis bon courage pour demain, la scène à Montpellier. À Montpellier demain, merci à toi, ciao. Salut Fabien. Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcasts préférés, et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.